Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Union africaine qui veut s'attaquer au conflit sur le continent et avec ses propres solutions, ses propres moyens. Mes trois spécialistes sont toujours avec moi. Jean-Claude Tikaya, vous étiez en train de répondre à une question précise et je voudrais quand même qu'aujourd'hui on tranche cette question. Y a-t-il une démocratie universalisable qu'il faut imposer à tous les peuples ou bien chaque peuple se forge sa propre démocratie? Oui, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, est valable pour tous les êtres humains qu'il y a sur cette terre. Et quand vous entendez les revendications de toutes les oppositions en Afrique, à 90%, c'est le développement de la démocratie, avec toutes les libertés que cela donne, mais pas seulement entre guillemets, dans le don et le fait du prince, mais la participation de chaque citoyen comme protagoniste de ce développement démocratique, social, économique, voire numérique aujourd'hui. Pourquoi je parle du numérique? Parce qu'en 1963, quand l'Union africaine est arrivée, entre guillemets, avec cette idée panafricaniste, au pouvoir, entre guillemets, des idées, donc de l'idéologie, il y avait donc ce projet. Et on peut dire qu'une bonne partie des présidents aujourd'hui sont éloignés de ce panafricanisme. Parfois, ils se drapent avec des valeurs panafricanistes qui ne sont pas du tout... Les contours n'ont pas été bien définis, peut-être? Ils sont clairs. Ils sont clairs là-dessus. Ils sont clairs. Toutes les bibliothèques d'ici et d'ailleurs nous l'explicitent. Sauf que le bilan est extrêmement mitigé, voire en échec. La géopolitique des peuples, notamment via les réseaux sociaux, même si malheureusement il y a trop de thèses complotistes et de fake news ou d'erreurs d'analyse, comme par exemple ceux qui demandent le départ des armées françaises ou autres, c'est croire en des armées qui ne sont pas debout. Donc je peux comprendre sur le plan narcissique qu'il est difficile d'appeler l'ancien colonisateur pour se libérer de problématiques endogènes liées aussi parfois avec l'extérieur. Mais sur le plan géostratégique, sur le plan militaire, sur le plan de l'analyse, une bonne partie des pays du Sahel et de l'Afrique ne peuvent pas y arriver sur le plan militaire seuls. Pourquoi? Parce qu'il y a des décennies de non-développement structurel de l'armée et des autres volets sécuritaires, c'est-à-dire le renseignement, la justice, la police, tout ce qui constitue l'État. Un ministère de l'Intérieur qui marche, un ministère de la Justice, une justice indépendante et des militaires qui sont notamment donc bien digérés. C'est dur à digérer, mais c'est la réalité. Si les armées étrangères partent, parce qu'elles sont là pour des accords. Donc il faut que ces accords soient revus et corrigés par des chancelleries, par des présidents qui malheureusement sont là depuis plusieurs décennies, ils ne sont plus en cohérence avec la géopolitique des peuples. Et quand eux vont arriver au pouvoir, ils auront à rediscuter, renégocier donc le départ des armées étrangères. Donc il ne suffira pas seulement de dire aux armées étrangères de partir, mais il faudra avoir tout de suite debout une police, une justice, une armée et des élites. Pour pouvoir effectivement assumer... Pour avoir une vraie souveraineté. Une vraie souveraineté. Une véritable souveraineté. Dites-vous, nous nous sommes promis effectivement dans cette émission d'aborder les questions de façon profonde. Je reviens sur ce que disait Cyril Ramaphosa lorsqu'il prenait la tête de l'Union africaine ce 9 février, à Addis Ababa. Il n'est pas acceptable que nous soyons si pauvres dans la richesse. La question c'est, comment se fait-il effectivement, comment expliquer ontologiquement ce paradoxe, déjà? Comment se fait-il qu'on ait tout et qu'on manque de tout? Sans démagogie aucune, je voudrais faire une ode à nos concitoyens africains, qui sont plus d'1,3 milliard. Parce que certains parlent de débrouillardise ou autre. Non, je pense qu'ils font des exploits quotidiens au regard des errances, des erreurs, d'un grand nombre de leurs présidents dans leur quotidien. Et quand on parle de développement, non, c'est des sous-dotations. Quand les États vont être debout, on va voir comment l'Afrique va participer pas seulement à l'innovation et au développement, entre guillemets, je reprends ce terme, du continent, mais au développement humain, au développement international. Et on va voir que ce PIB mondial, que tout le monde convoitise, donc le continent africain, va participer au monde. Mais l'Afrique a toujours participé au monde. Absolument. Peu ou prou, mais a toujours participé au monde. Et donc, le meilleur devrait être devant. Absolument. Donc, sur la géopolitique des peuples, il pousse les peuples
les portes et les États. Et ils disent aussi au monde extérieur à l'Afrique, changez vos prismes et vos paradigmes à notre égard. Arrêtez de parler de l'Afrique du XXe siècle. Déjà, le logiciel était erroné. Donc, il est bien d'entendre cette géopolitique des peuples qui, les présidents font partie du peuple, mais malheureusement, ils sont vus comme un clan, pour beaucoup, qui malheureusement n'est pas connecté dans un monde 2.0, donc ils ne sont pas si déconnectés que ça, notamment sur quand ils détournent les biens ou quand ils se détournent de l'intérêt général de leur peuple. Patrick Mboyo, Mbeko, pardon, Mboyo, pardon, je vous confonds souvent à votre compatriote Patrick Mbeko, je m'en excuse. Est-ce que l'erreur de départ a été de se dire qu'on peut se développer comme les autres et d'avoir accepté le principe de l'aide de développement comme moyen ou mécanisme d'atteindre le développement? Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'États, dont le Ghana, je rappelle quand même que le président ghanéen a récemment déclaré « Je ne veux plus que le contribuable européen construise des hôpitaux chez moi. Je veux construire les hôpitaux moi-même. » Excellent, oui. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, exactement, c'est qu'un homme libre, digne, un vrai Africain et souverain doit pouvoir dire, puisqu'en réalité, c'était le développement, c'est l'argent des contribuables. Et vous savez maintenant, la bêtise, permettez-moi l'expression, la bêtise que nous autres Africains faisons, regardez ce qui est arrivé à Théodorin Obiang-Nguema. Il vole l'argent dans son pays. Ah bon, il vole. Permettez-moi, c'est moi qui me dis, ça m'engage que moi. Non, mais il vole l'argent. La justice a dit qu'il vole l'argent. Je suis d'accord avec vous. Théodorin Obiang-Nguema, je répète, a volé l'argent dans son pays, l'argent de son peuple, pour venir faire la fête en France, acheter. Jusqu'à présent, il le nie. Il est condamné par la justice, sauf preuve du contraire. En tout cas, ça fait 2 fois qu'il est condamné. Et la France, aujourd'hui, décision définitive, a confisqué ses biens. On lui a infligé une peine de prison 4 ans avec sursis et a confisqué l'argent. C'est-à-dire l'argent que vous recevez du contribuable français, qui vous donne pour votre pays, vous détournez cela, vous ramenez en France acheter un palace de 4000 mètres carrés, faire la fête. La France décide bon matin, cet argent a été volé, jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas justifier. La France confisque l'argent et cet argent va aller où? Dans le trésor français. Ça retourne chez les contribuables. Voilà la bêtise là où nous sommes. Vous évoquez une dimension qui n'est pas dit qui n'est pas mentionnée. C'est ma théorie, sur la base de la décision de justice. La décision de justice ne dit pas que c'est l'aide au développement, que l'argent détourné vient de l'aide au développement. Mais personne ne peut dire que l'argent de l'aide au développement ne fait pas partie des sous qui ont été détournés. J'en sais rien. Moi, je sais simplement que le trésor public... pour expliquer parfois la bêtise de nous autres Africains. Comme un président le disait tout à l'heure, vous le disiez. Et nos dirigeants. Voilà. Non, pas seulement les dirigeants. Je suis d'accord avec vous. Je suis parmi ceux qui disent. Je suis toujours parmi ceux qui disent qu'il faut considérer l'Afrique de manière plurielle. Il n'y a pas une seule Afrique, il y a des Afriques. Et là, je parle de la bêtise de nous autres Africains, d'une certaine manière, je ne généralise pas, de nous autres, d'une certaine frange de l'Afrique, parce que l'argent qui est donné pour l'aide au développement est aussi donné dans certaines parties du monde. En Amérique latine, le Brésil reçoit l'argent de l'aide au développement pour ses écoles, pour son système de santé. Ça s'est fait dans le cadre de la coopération. Oui. Il y a d'autres pays en Europe qui reçovent l'argent de l'aide au développement de l'Union européenne, notamment l'Albanie, la Serbie, d'autres pays qui sont situés au port de l'Europe. Bon, est-ce qu'on rencontre les mêmes problèmes que ceux que nous faisons? Mais plutôt, ce n'est pas incompatible. Ce que je veux dire au final... La question posée peut-être plus ce n'est pas incompatible. Le principe même de l'aide. C'est ce que je veux dire maintenant. Ce n'est pas incompatible. On peut avoir l'aide au développement et on peut aussi se développer. Avec l'aide au développement. Je connais la Chine qui a bénéficié de l'aide pendant plusieurs années et la Chine qui est devenue aujourd'hui, ce qu'elle est une puissance mondiale. Jusqu'en 1980, la Chine avait encore de l'aide. Monsieur Richard, vous voyez bien, on revient toujours à la question de base, la mauvaise gouvernance. C'est juste un guillemet. Parce que ce Théodorin, c'est ça? Exactement. Okay. Bon, alors on ne va pas faire l'émission. Non, on ne va pas faire l'émission, mais c'est un exemple. C'est un exemple qui, normalement, doit interpeller la plupart des dirigeants africains. De certains dirigeants africains, il ne faut pas généraliser. Voilà, de certains dirigeants africains qui doivent se dire, voilà cet argent-là, vous volez vos peuples, voilà ce qui peut en arriver. Mais à la fin, cet argent va profiter à qui? Oui, mais ceux qui condamnent aujourd'hui, effectivement, n'ont-ils pas, d'une certaine manière, aussi alimenté
alimenter cette forme Absolument. Quand je prends un exemple terre à terre. On les voit plier les chines devant ces gens quand leurs intérêts sont protégés. Quand un pays, je ne vais pas citer des noms, quand un pays occidental arrive, il s'installe dans un pays et il collabore, il coopère avec un dictateur qui, lui, on sait très bien qu'il est estampillé en corruption, il gère mal le pays, pas de problème de droits de l'homme. Évidemment, je suis d'accord avec vous. On prend le cas de la France et le Tchad. Et on peut le dire encore sur d'autres pays. Jean-Claude Tchikaya, on est d'accord sur le principe de la bonne gouvernance, on est tout à fait d'accord. Le cas que M. Mboyo a évoqué peut paraître anecdotique, mais laissez aussi poser la question, pourquoi on ne demande pas des comptes au prince saoudien qui achète des pans entiers de l'économie française? On peut aussi poser cette question. Si on veut, ce qui n'explique, ce qui est encore grave. Ce cas, Transparency International fait des résumés, que ce soit sur les... Vous savez ce qui est grave, ce qui est encore grave, pardon, je vais terminer sur ce point, peut-être. Moi, je parlais, pardon, cher Tchikaya, je vais donner la parole, pardon, excusez-moi, c'est pas moi qui fais la police. Vous savez ce qui est encore grave? On a parlé de l'argent de l'aide au développement qui revient, mais ce que moi je trouve encore plus méphistophélique, si je peux le dire ainsi. Oui. Vous savez, la pauvre dame qui vend des cacahuètes en Afrique paye la TVA quand elle va acheter du lait pour son enfant ou du pain. Elle paye la TVA. Et cet argent rentre dans le trésor public. Et l'argent est pris par un dirigeant comme Théodore Biangema qui vient acheter avec l'argent de la TVA de la femme qui vend du cacahuètes. Et cet argent... Non, moi je trouve que c'est incroyable. La TVA de la pauvre femme aujourd'hui se retrouve en France dans le trésor public français. Absolument. En tout cas, il s'en défend. Ok. Jean-Claude Félix Tchikaya. Oui, il n'y a pas de relation extérieure sans intérêt. Donc le mot... Les États n'ont que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts, et notamment l'intérêt premier, c'est celui de leurs concitoyens, avec en premier lieu la sécurité et la sûreté, qui est au premier niveau des agendas, avant même les orientations et les options politiques. Sauf que sur le plan géostratégique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une intergénération et des élites que je félicitais tout à l'heure, non par démagogie, mais le fait que cette géopolitique qui, via le numérique, est debout, mais on voit aussi de plus en plus de diplômés, malheureusement, qui arrivent à plus de 10 millions chaque année sur le marché du travail du continent, mais on voit aussi une croissance exponentielle. Absolument. Ça aussi, il faut féliciter. Absolument. Et ces jeunes sont de mieux en mieux formés. Attendez, je finis. Je vous ai laissé parler juste 2 minutes. Le monde économique africain, à plus de 90%, sont des TPE, voire des PME. Absolument, on est d'accord. Et souvent avec un seul ou voire 2 personnes qui sont en train de s'occuper et développer leur entreprise. Donc, on voit bien qu'il reste beaucoup à faire. Donc, cette connexion nouvelle, ces paradigmes nouveaux, ils vont pousser, je pense, pas seulement les bailleurs de fonds extérieurs, et déjà, mais aussi les investisseurs internes. Les internes et externes, à revoir leur façon de gérer l'économie de l'aide, on peut l'appeler comme on veut, mais quand l'argent est détourné, il est détourné. Ce que vous dites est intéressant. Très bien. Très brièvement. 30 secondes pour répondre à la question. Oui, on fait cette analyse quand on calcule le taux de croissance, comme vous le dites, par rapport au nombre de diplômés qui arrivent dans le pays, etc. Mais on oublie aussi qu'aujourd'hui, on assiste dans certains pays d'Afrique, pour ne pas généraliser comme le veut Richard, qui a un nombre de chômage incroyable. Des diplômés qui rentrent, qui n'ont pas de place pour ne serait-ce qu'exprimer ce dont à quoi ils ont été formés. Et c'est dramatique. C'est plus que dramatique. Effectivement, au drame qui se joue dans la Méditerranée. Ce sont des personnes mal indiquées qui sont obligées effectivement de prendre le chemin de l'Europe. Qui s'adonnent à la corruption, qui gèrent mal, etc. Et ça, il faudrait trouver une solution. Personne ne retiendra dans cette émission que la corruption que vous avez stigmatisée tout le temps est l'apanage de l'Afrique. Non, moi je reviens simplement à dire que ce problème de faire taire les armes, donc on veut la paix, elle est indissociable de la bonne gouvernance. On l'a bien compris, on l'a bien retenu. Patrick Mboyo, très rapidement, sortons-nous optimistes de cette émission. Oui, moi je reste très optimiste puisque l'Union africaine montre encore qu'elle est en décalage, en tout cas, avec ce que pense la jeunesse.
la jeunesse africaine est très portée aujourd'hui à son développement, à son essor. Un jeune Marocain, un jeune Burkinabé, un jeune Mozambicain, un jeune Congolais savent que même s'ils ne se voient pas, même s'ils n'ont pas le cadre de se voir, mais leur destin est commun. Leur destin est lié. Ils souffrent des mêmes affres, ils souffrent des mêmes prédateurs politiques et économiques et ils ont besoin de pouvoir s'en sortir. C'est justement l'espoir de cette jeunesse que moi je porte parfois, puisque quand je viens sur votre plateau, j'ai souvent des messages, des choses que je dis ici, des pauvres femmes et des pauvres personnes que je ramène ici sur votre plateau. De cette jeunesse, nous l'espérons en tout cas, est de plus en plus entendue. L'espoir surtout. Pas l'espoir de cette jeunesse africaine est de plus en plus entendu par les dirigeants, par les chefs d'État du continent. Beaucoup, en tout cas, font de la jeunesse leur priorité. On pourra se revoir dans quelques temps pour faire le bilan après l'engagement pris ce 9 février à Addis Abeba de placer justement l'Afrique, en tout cas la sécurité, la jeunesse, les femmes au centre des préoccupations des politiques publiques. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir apporté vos éclairages sur la décision de l'Union africaine de mettre désormais au centre de ses préoccupations la sécurisation et la pacification durable du continent. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous.